Allez, on ouvre ce magazine avec la rencontre entre le Kawasaki Frontale et le Nagoya Grand Plus 8. Nagoya Grand Plus, car on ne dit plus encore une fois Nagoya Grand Plus 8. Ouais, attention. Rencontre qui voit le retour de Kengo Nakamura pour Kawasaki Frontale qui reste sur une mauvaise série, Thomas. Effectivement, ouais, ils ont fait un très mauvais début de saison et on a toujours leur vrai départ dans ce championnat, parce que ça piétine pour le moment. Et ça piétine, on a vu une première occasion sur ce poteau qui a sauvé Seigo Narazaki et nous voyons un gardien d'équipe nationale qui sort bien dans les pieds de l'attaquant de Frontale. Ouais, beaucoup d'envie de la part du Frontale et un gros manque de réussite quand même en ce début de match. Et là, jusqu'à cette fois. Oui. Jusqu'à cette ouverture du score de Yu Kobayashi. Ouais, un peu improbable, l'angle de la tête assez amusant, mais le gardien est surpris d'ailleurs. Ah, il est surpris, s'il n'y attend pas, il y a 3 points, plutôt masqué par sa défense. Et en tout cas, ça fait un 0 au meilleur moment parce que c'est juste avant la mi-temps. Donc Kawasaki Frontale qui mène 1-0 à la mi-temps. Le Nagoya qui va essayer de réagir en seconde période, qui va se procurer une bonne occasion. Et même égalisé par Fujimoto qui est droit. Ouais, c'est plus qu'une occasion. On voyait le débit de Fujimoto à la mi-temps. C'est un ancien joueur de Shimizu, Thomas. Ouais. Effectivement, on le voyait un peu dépité à la mi-temps. Il a bien redressé la barre de son équipe avec cette belle frappe de la limite de la surface. Très bien fait. Ouais, mais Frontale va pas en rester là. Ils vont pousser jusqu'au bout les joueurs. Les coéquipiers de Kengo Nakamura. Ouais, c'était le jour de frappe lointaine. Masaki Yamamoto. À 3 minutes de la fin du match, il l'emporte. Alors, on a vu que Tullio aussi est un petit peu aux fraises. Hein. Et derrière, Narazaki ne peut rien faire. Kawasaki Frontale qui s'impose 2-1. Et on va faire notre petit tour régulier du côté de Sagantos qui recevait le FC Tokyo cette semaine. Sagantos qui est pareil, hein, comme Frontale, réalise un début de saison assez mitigé. Et il faut vraiment qu'il se lance dans ce championnat. Hein. Pourtant, ils peuvent compter sur cet homme, Toyoda. Un joueur dont on vous a parlé souvent sur le podcast Nippon Gambare pour succéder au poste d'attaquant en équipe nationale. En face, en numéro 9, on a Kazuma Watanabe. Et le FC Tokyo qui va mettre la pression d'entrée avec Keigo Higashi et le nouveau but du poulain de Manu. Mais tu vois, Manu, il marque toujours de cet endroit. Hein. J'ai remarqué. Et surtout quand il les marque quand Manu n'est pas là. C'est pour lui dire tiens mon gars, regarde, je marque des buts quand t'es pas là. Oui, mais fait exprès. Ouais. Ça fait un 0 pour Tokyo. Elle était assez molle, mais elle est bien placée, donc ça suffit. Elle est bien placée, le gardien était masqué aussi. Et derrière, réaction de Toyoda tout de suite sur cette tête. Ouais, mais le manque de réussite qui lui fait défaut depuis le début du championnat encore là. Elle a été mignonne cette portrice du Sagantos. Mais ça va pas suffire. Hein. Ça va pas suffire pour empêcher l'équipe de sombrer sur belle finition de Kazuma Watanabe. Très bon dribble. Ouais, Kazuma Watanabe qui continue à scorer hein, régulièrement, donc pour le moment il ne s'essouffle pas. Et il s'essouffle pas et surtout il va inscrire un doublé. Hop, le petit lob. Par contre là le gardien c'est un petit peu n'importe quoi. Il a manqué de puissance dans sa parade là. Hein. Puis le manque total de dignité quoi. Regarde un petit peu ce qui se passe. Ouais, je saute, hop, le petit saut de grenouille et puis je rentre dans mes buts quoi. Enfin c'est. Ouais, c'est alors qu'il sait très bien qu'il ne l'aura jamais. Voilà. Les réductions du score de Toyoda. Ouais. Et c'est Mizu sur une passe décisive. Excellent travail encore une fois de Toyoda. Ça fait 3-2. Il peut pas empêcher son équipe s'incliner face à Tokyo. Allez, direction Kofu avec l'autre promu de cette saison en J-League, le Ventforet Kofu qui accueillait le Jubilo Iwata. Le Jubilo Iwata qui reste sur une série assez mauvaise de résultats en J-League et qui devront impérativement s'imposer ici. C'est certainement le match que j'attends le plus de la saison. Hein. Jubilo Iwata, Ventforet Kofu, ça fait rêver, effectivement. Quoi, quand même que du côté du Jubilo Iwata, il y a quand même Hiroki Yamada, Ryoichi Maeda, et aussi en défense Inoa. Il y a des expérimentés, des cadres de l'équipe nationale, et ça commence mal pour le Jubilo avec une première faute pas tellement évidente. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est le défenseur qui se vautre en premier, mais bon, c'est pas grave. Et ça fait penalty, et c'est Hugo qui ouvre le score. Thomas, Hugo. Et c'est du grand délire. Hein.
Ouais, voilà la petite référence à Hugo Délire, si vous vous souvenez un petit peu de ce jeu télévisé où il fallait appuyer sur vos touches de votre téléphone pour gagner des barres de sneakers à la télé, c'était assez drôle. Et quoi qu'il en soit derrière... Maintenant on gagne des barres de rire. Voilà, exactement, ça va pas être possible. Ça fait 1-0 pour le Ventforet Kofu. On va s'accrocher, hein. On va essayer d'aller jusqu'au bout de cette rencontre quand même. Même si c'est difficile. Attention, Aoyama est sur le terrain, attention. Aoyama, le défenseur qui a marqué du nez la semaine dernière. Et derrière, ça fait un nouveau penalty, ça va être dur. Provoqué par le défenseur. Là pour marquer de toute façon. Bien con, voilà. Et c'est Hugo encore une fois côté. Pardon. Oh la vache, le fou rire. Qui double la mise. Et Kawaguchi pourtant était parti du bon côté, hein. Ouais, mais il est trop vieux maintenant. Là, il était parti du bon côté, il lui manquait quelques centimètres, le pauvre Kawaguchi, pour toucher le ballon et sauver son équipe. Et derrière, regardez encore quand même une belle ouverture pour Kanazono. Oui. En face, on n'a pas besoin de penalty pour marquer, c'est ça l'avantage. S'il y en a certains qui s'interrogent encore pourquoi Ryochi Maeda est appelé en sélection, bah voilà, une action dit pourquoi. C'est un attaquant qui sait marquer des buts, mais qui fait aussi marquer ses coéquipiers. Et Jubilo Iwata qui va pousser jusque dans les derniers moments de la partie. Danse du défenseur là, j'ai pas bien compris ce qu'il a voulu faire. Cafouillage et Maeda qui ne peut pas se retourner. Et il ne peut pas empêcher la défaite de son équipe sur la pelouse de Ventforet Kofu. Ce sera la première victoire pour Kofu malgré cette dernière et ultime occasion. Ouais. Kofu qui s'impose 2-1. Un peu désespéré. Effectivement, ouais. On va voir donc tous les autres buts de cette journée de J-League. Avec une petite nouveauté, on a trouvé les buts de la deuxième division. On va vous montrer tout ça. Allez, on jette un coup d'œil rapide derrière au résultat et au classement de cette 9ème journée de J-League. La victoire encore une fois de l'Omi Ardijan, on n'arrête plus les écureuils, ils sont chauds les écureuils, ils sont imposés 2-0 sur la pelouse de l'Oita Trinita. On les a vus, les succès du Ventforet Kofu, 2-1 face au Jubilo Iwata et du Kawasaki Frontale, 2-1 face au Nagoya Grand Puce.
Le carton du Cerezo Osaka avec un doublé de Kakitani sur la pelouse du Shonan Bellmare 3-0 et le match nul entre les Yokohama Marinos et les Kashima Antlers, un but partout. Au classement, ça nous donne l'Omi Ardija qui est leader devant les Yokohama F Marinos. Qui l'eût cru? Eh ben oui, l'Omi Ardija, 23 points plus 12 devant les Yokohama Marinos, suivi des Reds d'Urawa et des Kashima Antlers dans le bas du tableau. Loita Trinita, Jubilo Iwata et le Shonan Bellmare ferme la marche. A noter que toutes les équipes qui étaient engagées en Ligue des Champions asiatiques n'ont pas pris part à cette journée de J-League. On comptait sur les Reds d'Urawa, Sanfrecce Hiroshima, les Kashiwara Sol et enfin le Vegalta Sendai. Et ils joueront donc une journée de rattrapage, je crois que ça sera à la fin du mois. Bref, ils ont encore des matchs à rattraper. Bon, on passe à la séquence culte, Thomas? Ouais, avec impatience, j'attendais ça. Bon, c'est parti pour la séquence culte. Et nous sommes en 2004 et le Japon affronte l'Angleterre. En Angleterre d'ailleurs, c'était pas au Japon ce match. En cadre d'un match amical et d'une tournée européenne. Et ça commence fort pour les Anglais qui dominent de la tête aux pieds vraiment ce début de match. Ouais, effectivement, on a cru que le ballon était rentré là sur cette parade du gardien, mais c'était pas le cas. C'était un match pour préparer la Coupe d'Asie des Nations. C'était Suzuko en 2004 avec des cadres comme Shinsuke Nakamura. Ouais, un match riche en grosses frappes. Ouais, on voit bien la pression des Anglais sur les buts de Narazaki. Ils bombardent littéralement les Japonais. Et jusqu'à d'ailleurs l'ouverture du score de l'inévitable Michael Owen de l'époque. Eh oui, ça nous rajeunit pas tout ça. Exactement, derrière le Japon qui réagissait par, vous l'avez deviné, Keiji Tamada. Ah ouais, niveau grosse frappe, on sait se défendre aussi. Avec Shunsuke Nakamura, c'était pas mal. Et Shinji Ono aussi. Toute une génération que vous voyez en image, ce match qui date de 2004, qu'on avait suivi à l'époque, chacun de notre côté, car Nippon Gambara a été fondé en 2005. Donc oui, c'était chacun de son côté à l'époque. Nippon Gambara n'existait pas. Il n'y avait pas des magazines vidéo et des images. Eh oui, comment est-ce possible? Et derrière, regardez ce superbe but de l'équipe nationale du Japon. La passe pour Santos, la remise pour Ono, et derrière, ça fait un but partout. Ono avec des cheveux, notez bien. Ono avec des cheveux, c'est vrai. C'est quand même et assez c'est sans doute la frappe la plus molle du match qui est rentrée. Et derrière, qu'est-ce que Miyamoto là, oh là là, qu'est-ce qu'il prend par Michael Owen, heureusement derrière. Narazaki est vigilant, pareil sur un coup franc de Beckham. Les Japonais s'étaient bien défendus, on voit là. Ouais, ils jouent avec leurs armes. Pas passé loin pour. À l'époque, c'était quand même une belle équipe d'Angleterre qui préparait l'Euro 2004. À ce temps-là. Toujours le Japon. Quand même, les offensives à cette époque-là, ça savait se défendre aussi. Ouais, et on avait aussi Takayuki Suzuki en attaque. C'est quand même une génération. Pas le blond, pas le blond de 2002 qui marquait les buts, mais celui de 2004 qui a gagné la Coupe du Boucheron à Portland. Il a perdu sa teinture de Super Saiyan. Voilà, exactement. Ono toujours avec des cheveux. Takayuki Suzuki. C'est à l'époque, voilà, on se jouait avec ce type de joueur en attaque et des frappes. Qui explique de pourquoi Santos. on tirait des 25 mètres, parce que... en même temps que les James dans les buts en face, tu peux tenter ta chance. C'est sûr. Mais c'est-à-dire que Suzuki à 10 mètres, lui, il les cadrait pas, donc autant essayer à 25. Cette année-là que le Japon a remporté d'ailleurs son nouveau titre, troisième titre, exactement. Troisième titre de champion d'Asie en 2004. Bref, si je me trompe, je corrigerai ça derrière. Mais ils étaient champions d'Asie. Je crois qu'ils ont remporté leur quatrième justement en 2011. Quatrième titre en 2011 ou en 2004. Ouais. Bref, on verra tout ça, on évitera, c'est pas un problème. Et donc le Japon avait fait un but partout à cette époque-là, Thomas. Exactement. Un bon résultat pour l'époque. Un très bon résultat pour une équipe du Japon qui était inconnue au bataillon. Vraiment qui sortait de nulle part. On était beaucoup moins exigeants avec eux à l'époque. Voilà, c'était déjà, s'ils tiraient une fois face à l'Angleterre, c'était déjà, on pouvait sortir le champomy. Bon, ce sera tout pour ce magazine. Ouais. Merci Thomas. Y a pas de quoi. Bon, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, portez-vous bien. Salut, ciao. Salut.